choses quand même qu'il a observées. Absolument, oui, donc il a vu effectivement les orages provençaux, il y a des tourbillons dans le ciel, peut-être il a un petit peu exacerbé, il exagère, parce que quand je dis qu'il y a un réalisme de position dans le ciel, il n'y a pas un réalisme de luminosité, les astres sont énormes chez Van Gogh, et les éclats sont évidemment absolument démesurés. D'ailleurs, Van Gogh lui-même a conscience de cela, et à un certain moment, il écrit à un de ses amis, qui est un peintre, le peintre Émile Bernard, encore une fois, je me suis laissé aller à faire des étoiles trop grosses. Alors moi, je trouve ça absolument extraordinaire, parce que ça fait partie de ses plus grands chefs-d'œuvre, mais à l'époque, on ne considérait pas que c'était des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, lui-même, Van Gogh est une de grande humilité. En ce sens, il est très proche, parce que Van Gogh, c'était un chercheur à l'esthétique. Donc, comme tout bon chercheur, il faut rester humble devant les mystères, les énigmes de l'univers que l'on a à résoudre. Il faut être toujours prêt à remettre en cause sa propre pratique. Et quand Théo, qui essaie d'exposer, qui expose l'une de ses nuits étoilées au Salon des Indépendants, mais à côté d'autres tableaux de Van Gogh qui représentent les iris, la diligence de Tarascon, un pot de fleurs, etc., Théo lui dit, tu sais, hein, en fait, ce qui marche, ce sont des tableaux simples, la diligence, tout ça très bien. Alors maintenant, ton travail d'imagination sur le petit village au clair de lune, là, ça marche pas vraiment. Et il faudra en fait, alors que ce sont ses plus grands. Et c'est là où, effectivement, Van Gogh, il dit oui, je crois que tu as raison, je fais des étoiles trop grosses. Alors, et il faudra quand même des décennies pour comprendre que le plus grand génie de Van Gogh, c'est justement dans ce travail extraordinaire de recomposition du ciel. Mais en ce qui concerne les montagnes, les villages, les clochers, bon, il a des emprunts, mais c'est quand même relativement fidèle à ce qu'il a sous les yeux. Absolument, oui, mais simplement vu dans des directions différentes. Oui. Dans le travail d'imagination, après, c'est de faire ce montage entre des vues très fidèles qu'il a sous les yeux, mais qui sont, donc, je répète, dans des directions différentes. Alors, il y a aussi quelque chose d'essentiel dans la nuit étoilée de Saint-Rémy, c'est le cyprès. Alors, je parle déjà à plusieurs reprises de cyprès parce que c'est un thème qui va aussi devenir récurrent. Il y a 4 ou 5 tableaux de Van Gogh avec un cyprès. C'est un symbole très fort, c'est le symbole de la Provence, le cyprès. Mais c'est aussi le symbole de l'arbre, c'est le symbole de la mort, parce que le cyprès, on le voit dans les cimetières. Mais chez Van Gogh, ça va plus loin que cela. Chez Van Gogh, le cyprès, alors les cyprès sont pointus, ils pointent le doigt vers le ciel, et en fait, c'est le lien entre la terre et le ciel, entre le fini et l'infini. D'ailleurs, Van Gogh est fasciné par l'infini, parfois il dit peindre le ciel, ça revient à peindre l'infini. Et puis, comme je lui ai dit, c'est un mystique aussi. Il a eu un fort besoin de religion, et également dans une de ses lettres, il dit parfois j'ai, comment dirais-je, un fort besoin de religion, mais je sors peindre le ciel. Donc, tout ça, c'est très métaphorique, comme je l'ai dit, donc il ne s'intéresse pas du tout à l'astronomie. Pour lui, c'est un défi esthétique de représenter la nuit étoilée, et après, il rééquilibre et il recompose ses tableaux pour les équilibrer. Donc voilà, ce travail tout à fait merveilleux de Van Gogh. Et fin de la polémique sur Van Gogh et la représentation du ciel. Vous avez répondu à toutes les questions. Oui, et alors, on ne répond jamais à toutes les questions, mais je pense effectivement avoir soulevé quelques noix. Alors surtout parce que les tableaux dont on vient de parler ont été, la nuit étoilée de Saint-Rémy a été extrêmement étudiée. Alors j'ai été quand même surpris, j'ai lu évidemment énormément de livres sur Van Gogh, de voir beaucoup de grands spécialistes de Van Gogh qui fait des catalogues d'expositions au MoMA de New York, à Amsterdam, au musée Van Gogh à Amsterdam, etc., commentent la nuit étoilée en disant il n'y a pas un ciel imaginaire, ils ne reconnaissent même pas que c'est Vénus. C'est un petit peu surprenant. Mais bon, pourquoi pas, chacun est un petit peu cloisonné dans sa discipline, ce qui n'est pas mon cas, mais enfin, bon, voilà. Mais surtout, j'ai étudié plus tard, alors ça c'est tout récent, c'est à partir de 2017, j'ai étudié un autre tableau qui est très peu commenté, qu'il a peint juste avant de quitter Saint-Rémy-de-Provence pour se rendre, vous le savez, après à Saint-Auvert-sur-Oise, où il passera les 70 derniers jours, à Auvers-sur-Oise, pardon, où il passera les 70 derniers jours de sa vie. Et le 10 avril 1890, donc nous sommes, oui, voilà, parce qu'il a passé donc un an à Saint-Rémy, il peint une route de campagne avec cyprès. Vous ne l'avez sans doute pas en tête parce que c'est moins connu.
j'ouvre une parenthèse en disant que je suis extrêmement satisfait du travail éditorial de maquette. Mon éditeur, les éditions Sollières sont faites, tous les tableaux sont représentés avec des détails, des dépliants, etc. Voilà. Donc la route étoilée, la route de campagne avec étoiles et cyprès, nommé après évidemment, c'est pas une fois de plus, c'est pas le nom que lui a donné Vincent van Gogh, représente, alors le tableau est partagé en deux, le cyprès il est au milieu, et il continue à pointer le doigt vers le ciel. D'un côté, on a le croissant de lune, qui ressemble un petit peu au croissant de lune de la nuit étoilée de Saint-Rémy, une lune énorme, un croissant. Et puis de l'autre côté, on a deux astres. Là, c'est visiblement Vénus à nouveau, parce qu'on voit aussi la colline des Alpilles avec l'aube blanchâtre. Et puis un astre encore plus bas sur l'horizon. Et puis quand on est un petit peu astronome, on dit c'est possible que ce soit Mercure. Alors c'est facile de vérifier. On regarde avec les logiciels, les journal d'astronomie, le 10 avril 1890, il y a eu une conjonction astronomique assez rare entre un croissant de lune, Vénus et Mercure. Donc je me suis dit, ça y est, Van Gogh, il a à nouveau... Il a regardé ce qui existe. Il a regardé, il est sorti. Voilà. Ça avait été annoncé dans les journaux. Il ne s'intéressait pas à l'astronomie, mais c'était annoncé dans les journaux locaux. À l'époque, ça s'appelait peut-être pas le Midi ou la Provence, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais c'était annoncé dans les journaux. Donc il est sorti. Le problème, donc, il regarde le tableau, mais il dit, mais d'accord, bon, il y a Vénus, à Mercure, mais le croissant de lune, il est de l'autre côté. Il n'est pas éclairé du bon côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est là que je me suis imagé, là je crois que je suis le seul vraiment à avoir fait ça. Les autres tableaux avaient été étudiés avec différentes hypothèses. Eh bien, j'ai détricoté, j'ai déconstruit le tableau de Van Gogh parce qu'on n'avait aucune indication. Van Gogh, dans toutes ses correspondances, ne donne pas la façon dont il travaille. Il décrit les couleurs, voilà, mais bon, on ne parle pas de la construction extraordinaire de ce tableau qui est en fait un travail d'atelier. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, pour des raisons d'équilibre, il a déplacé la Lune à droite, dans la partie droite, quand normalement la configuration réelle elle était à gauche, et puis la partie gauche où il y avait Vénus et Mercure, il l'a mise à droite, mais avec un effet miroir, tout simplement pour équilibrer les luminosités des astres. Donc à nouveau, il a fait un travail de recomposition extraordinaire à partir d'une observation réelle, mais obéissant à des impératifs esthétiques. Et on retrouve à nouveau le travail de mémoire qui devient de plus en plus prégnant dans les derniers temps de Van Gogh. Il a de plus en plus la nostalgie du Brabant. Il a bien aimé la Provence, mais au bout d'un certain temps, il a un peu marre de Mistral, par exemple, qui rend un peu fou, quand on n'est pas habitué. Hein. Et donc, il peint à la même époque, il peint des chaumières du Brabant. Et dans ce tableau, La route de campagne avec cyprès, il y a effectivement des chaumières qui n'ont rien de provençal. Et ce sont exactement, on retrouve exactement les chaumières du Brabant dans ce tableau. Donc à nouveau, un travail de mémoire qu'il met dans cette... Oui, parce qu'au niveau de sa vie, malgré une crise de ses états de santé, il n'y a pas de dégradation de son pouvoir artistique ni d'observation. Non seulement il n'y a pas de dégradation, mais il y a au contraire une augmentation de son génie, puisqu'il travaille, c'est un chercheur, il améliore constamment sa technique, son inspiration, et puis comme je le dis, de plus en plus, il mêle aussi, à partir du réalisme initial, il mêle, je répète, un travail d'imagination, de mémoire, de synthèse et des compositions. Et donc, il y a des mécanismes secrets dont il ne parle pas, qui président finalement à l'achèvement de ce tableau. Et je répète, il n'en fait pas un chaque jour, il travaille plusieurs jours, voire même plusieurs semaines sur chacun de ces tableaux, comme il écrit dans sa correspondance. Donc ce sont vraiment des reconstructions mentales, et les mentales avec un mental parfaitement lucide, je le répète, entre ces crises et quelques crises de démence, il y a une lucidité extraordinaire, et ces lettres sont absolument fascinantes à lire. Alors, est-ce qu'il y a des peintres, connus ou moins connus, qui ont fait des reproductions véritables de ciel étoilé de façon artistique, mais proche de la vérité? Alors, bien avant, enfin, à l'époque, et même un petit peu avant d'avoir fait ces études précises sur Van Gogh, je m'étais intéressé, de la même façon que je m'étais intéressé aux relations que les poètes entretiennent avec le ciel. J'avais publié dans les années 90 une anthologie qui s'appelle Les poètes et l'univers. J'avais en projet une autre anthologie, mais visuelle cette fois-ci, Les peintres et l'univers. C'est-à-dire voir dans l'histoire de la peinture la façon dont les peintres avaient tenté de représenter le ciel, soit avec un certain souci de réalisme, ou soit de façon purement artistique et imaginaire. Et donc il y a une très riche documentation à ce sujet-là.
Cela dit, les représentations qui se veulent relativement réalistes du ciel avant Van Gogh sont quand même assez rares, mais il y a une toile qui avait particulièrement influencé Van Gogh. Van Gogh était très admiratif de l'œuvre de Millet. Millet, c'est l'auteur du fameux Angélus de Millet. Vous savez que Van Gogh également était passionné il a été intéressé par peindre des scènes de réalisme paysan, les mangeurs de pommes de terre, des semeurs dans les champs, etc. Et Millet également, c'était une de ses spécialités, donc il avait une admiration extraordinaire pour Millet, l'Angélus bien entendu, et puis une toile de Millet qui représente une nuit étoilée et qui est assez bien faite parce que c'est une nuit étoilée au moment d'une pluie d'étoiles filantes, et donc il y a une pluie d'étoiles filantes. Il a peint probablement ce tableau au mois d'août. Il y a les fameux essaims qu'on appelle les Perséides, une pluie d'étoiles filantes, et Van Gogh avait été effectivement captivé par cette première tentative de peindre le ciel. Mais la trouvaille géniale de Van Gogh, c'est le bleu cobalt qu'il va mettre pour peindre le ciel nocturne. Il n'est pas bleu cobalt. C'est ça la trouvaille géniale de Van Gogh dans son travail sur les couleurs. Il a tellement lu le traité des couleurs, d'abord chez Delacroix, puis après repris de façon plus pédagogique par d'autres auteurs qu'il a lu très très intensément. Donc il trouve ce bleu cobalt, et puis le contraste, le jaune, le fameux jaune de Van Gogh, un jaune extraordinaire, ça c'est une trouvaille qui fait contraste avec le bleu. Il met du jaune dans ses étoiles, nous on ne voit pas de jaune dans les étoiles. D'ailleurs, je voudrais vous lire un texte qui ouvre en fait mon livre. Il est extraordinaire, qui parle de ce jaune de Van Gogh, et puis surtout, je n'ai pas encore dit le mot, mais le travail onirique. Parce que ce travail de mémoire, d'imagination, mais partant d'une observation réaliste, ça émerge également de la rêverie nocturne. Et le texte, l'extrait que je vais vous lire, a été écrit par Gaston Bachelard, qui a capté de façon magnifique l'art de Van Gogh. Il écrit la chose suivante. Dans quel espace vivent nos rêves? Quel est le dynamisme de notre vie nocturne? L'espace de notre sommeil est-il vraiment un espace de repos? N'a-t-il pas plutôt un mouvement incessant et confus? Sur tous ces problèmes, nous avons peu de lumière, parce que nous ne retrouvons le jour venu que des fragments de vie nocturne. Et il poursuit. Un jaune de Van Gogh, c'est comme un or alchimique, un or butiné comme un miel solaire. Ce n'est jamais simplement l'or du blé, de la flamme ou de la chaise de paille. C'est un or à jamais individualisé par les interminables songes du génie. Il n'appartient plus au monde, mais il est le bien d'un homme, le cœur d'un homme, la vérité élémentaire trouvée dans la contemplation de toute une vie. C'était extraordinairement bien. Alors, encore une dernière question. Est-ce que Jean-Pierre Luminet, il peint le ciel? Je rappelle en tout début de l'ouvrage, je me permets effectivement une petite réminiscence d'enfance. Je répète, je suis né donc effectivement au pied de Luberon, dans la campagne, et j'ai cultivé très tôt toutes mes passions. Et bien avant d'avoir ma passion pour l'astrophysique, qui deviendra mon métier, j'avais la passion pour la musique, la littérature, la poésie et la peinture. Et donc, très jeune, j'ai retrouvé d'ailleurs dans la maison de mes parents, il est décédé maintenant, les dessins, les croquis qu'ils avaient conservés, pas tous, mais voilà. Et donc, voilà, j'ai peint. D'abord, j'ai commencé par dessiner au fusain, à la sanguine, par faire des copies de tableaux. Très important, hein, quand dans cet apprentissage, Van Gogh faisait énormément de copies de tableaux pour exercer son art. Puis après, je me suis mis à l'aquarelle, à la gouache, et puis également à la peinture à l'huile. Et qu'est-ce que je faisais? J'allais dans mon jardin, je peignais la campagne provençale. Voilà. Bon, après, j'ai arrêté ces essais de jeunesse. Je ne suis revenu que plus tard aux arts plastiques, dans ma pratique personnelle, pour changer complètement de style et faire des grandes lithographies et des dessins à l'encre de Chine, noir et blanc, avec des architectures un petit peu extravagantes, inspirées notamment par les gravures de Maurice Cornelius Escher, un autre Hollandais de génie. Pas de tentation à faire de grandes toiles étoilées? Non. Alors, j'ai deux de mes lithographies dans lesquelles j'ai représenté, de façon assez curieuse, deux constellations, Taureau et le navire Argo, en utilisant des représentations un peu mythologiques
du navire, des argonautes, et puis d'un taureau, que l'on retrouve dans de vieux atlas d'astronomie, que j'ai mis dans des architectures un petit peu bizarres, et j'ai mis un fond étoilé dessus. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement ce que Van Gogh disait ne pas faire. C'est-à-dire, j'ai mis du noir et des points blancs pour représenter les étoiles, et sans aucune corrélation, mais ça je l'ai fait exprès, je n'ai aucune corrélation entre les étoiles de la constellation du navire Argo ou les étoiles de la constellation du taureau. Une œuvre qui n'atteindra jamais les records de Van Gogh. Certainement pas. Alors, sauf que j'en ai vendu quelques-unes de mon vivant, ce qui n'a pas été le cas de Van Gogh. Hélas pour lui. Quoi de neuf? On ne comprendrait pas que je ne vous pose pas la question. Quoi de neuf, chercheur dans l'espace? Qu'est-ce qu'on va changer complètement de sujet? Oui, pour terminer. Quoi de neuf? Ouais. Eh bien justement, lorsque j'ai la première émission de radio que j'ai faite autour de mon livre, c'est le lendemain de la parution, c'était la matinale de France Inter, on avait un Nicolas Demorand que j'avais rarement vu aussi enthousiaste, donc j'étais formidable, et un auditeur m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez des images du James Webb Telescope? On est cette fois-ci dans l'actualité astronomique. Voilà. Alors j'ai essayé de faire un lien avec Van Gogh parce que les images du James Webb Telescope sont d'une beauté extraordinaire, avec plein de couleurs, mais j'ai rappelé qu'en fait le James Webb Telescope fonctionne dans le domaine de l'infrarouge, donc il n'y a pas de vraies couleurs que l'on voit, et donc ce que l'on voit ce sont des recompositions et des reconstitutions mêlant des images qui ont été prises par d'autres télescopes qui eux fonctionnent bien dans le spectre du visible, plus des indications en infrarouge du James Webb Telescope, et comme ça on reconstruit des paysages. J'avais dit, de façon un petit peu rapide, d'une certaine façon, Van Gogh a anticipé le travail, dans son travail de recomposition du ciel, il a un petit peu anticipé le travail que font les chercheurs de la NASA aujourd'hui pour reproduire les images du James Webb Telescope. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, s'intéresse à l'astrophysique et aux grandes énigmes l'astrophysique sont pas encore résolues. Voilà, parmi les résultats pour l'instant les plus prometteurs et intéressants de ce télescope James Webb, qui a une vision donc extrêmement profonde à la fois dans l'espace, donc dans le passé également de l'univers, eh bien il a capté les plus anciennes galaxies par rapport à nous, que l'on n'avait jamais captées. Donc ça veut dire que ce sont des galaxies qui se sont formées très tôt dans l'univers. Et la surprise, c'est que, avant ces observations-là, on pensait qu'il avait fallu 7 à 800 millions d'années après le supposé début de l'univers, moment du Big Bang, pour que les galaxies commencent à se former. D'abord les étoiles, 200-300 millions d'années, et puis les étoiles se regroupent pour former ces vastes structures qu'on appelle des galaxies. Et que découvre le James Webb Telescope? Des galaxies énormes qui se sont formées 200 millions d'années après le Big Bang, avec en plus quoi au milieu? Des trous noirs géants. Vous savez, les trous noirs, c'est mes objets favoris. Voilà. Des trous noirs gigantesques aussi. Mais comment c'est possible que des trous noirs aussi énormes, avec des centaines de millions de fois la masse du Soleil, aient pu s'agglomérer aussi rapidement après le Big Bang? Alors, sans aller jusqu'à dire que ça remet en cause la presse qui est toujours avide de scoop en disant que ça remet en cause la relativité générale, Einstein, tout ça. Évidemment, c'est du pipeau, mais simplement ça remet en question certaines idées que l'on se faisait sur le processus de formation des galaxies. Et en ce qui concerne des résultats qui peuvent être en lien avec une partie de mes travaux, notamment sur les trous noirs, eh bien ça a ravivé une vieille idée que j'avais avancée, notamment, pas le seul, il y a une quarantaine d'années, qui avait été un petit peu oubliée, c'est que peu après le Big Bang, il a pu y avoir une première génération, avant les étoiles, avant les galaxies, une première génération de trous noirs dits primordiaux, formés seulement quelques secondes après le Big Bang, mais de trous noirs massifs, et pas seulement des trous noirs microscopiques, comme l'avait imaginé Stephen Hawking. Et donc ces trous noirs massifs auraient servi de germe, de catalyseur à la formation des objets, et c'est l'une des réponses possibles à cette énigme des galaxies formées très tôt. Est-ce que ce que l'on découvre petit à petit, moi c'est mon sentiment, hein, c'est assez frappant d'ailleurs, correspond à ce que vous avez imaginé? Pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de chercheur, puisque j'avais imaginé, plus qu'imaginer, calculé, mais à partir d'un travail de synthèse, d'imagination, de composition, à quoi, c'était en 1978, hein, il y a plus de 45 ans, à quoi pourrait ressembler un trou noir entouré d'un disque de gaz, en faisant des calculs compliqués sur ordinateur. Donc j'avais publié cette
cette vue, cette simulation numérique, et il a eu la chance extraordinaire que de mon vivant, 40 ans plus tard, en 2019, la première image télescopique d'un trou noir a été prise. Je l'ai en pins ici, là, c'est l'image du trou noir géant au-dessus au centre de la galaxie Messier 87. Oui, mais c'est pas de la chance, hein, c'est pas de la chance. Comment? C'est pas de la chance. Comment ça, c'est pas de la chance? Ah, de la chance, c'est pas de la science. C'est pas de la chance? Non. Oh, ben, j'ai eu la chance de m'intéresser à ce sujet-là, disons, de choisir ce sujet parmi d'autres. Donc ça a été une bonne chose. Quelques années plus tard, je m'étais intéressé à un autre processus, parce que moi je ne suis pas astronome, je ne fais pas l'observation, je fais les calculs. Voilà. Et donc j'avais imaginé, donc calculé, donc ça veut dire, si on recherche d'imaginer, ça veut dire calculer aussi, à quoi le sort d'une étoile qui frôlerait la surface d'un trou noir géant situé au centre d'une galaxie, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles qui passent près, il y en a qui sont absorbées, puis il y en a qui passent près, et j'avais prédit, toujours par des modélisations, que les étoiles étaient détruites, en passant par une phase extrêmement aplatie, que j'avais appelée une crêpe stellaire, et puis ça finissait par exploser, et donc j'avais appelé ça les crêpes stellaires flambées. Eh bien, elles ont été découvertes, astronomie et gastronomie, elles ont été découvertes, elles, quelques années plus tard seulement. Aujourd'hui, on a des catalogues de dizaines de crêpes stellaires flambées qui sont observées dans le ciel. Donc c'est plutôt sympa, simplement de voir. Ce qu'il faut applaudir, c'est Einstein, c'est-à-dire les équations de la relativité générale. Vous les écrivez correctement, vous décrivez la courbure, les propriétés de l'espace-temps, pour un trou noir, voilà, et ainsi de suite, calculer les trajectoires des rayons lumineux, vous faites tourner l'ordinateur parce que tout ça, ça ne se résout plus à la main, c'est pas compliqué, et vous faites une prédiction. Et si vous avez de la chance, si vous avez fait correctement votre travail, un jour, la technique rattrape la théorie, c'est-à-dire la technologie a suffisamment avancé pour avoir ces choses-là. Il y a eu aussi les ondes gravitationnelles, hein, comme vous savez, c'était une prédiction extraordinaire. Je n'avais pas travaillé sur les ondes gravitationnelles, mais mes collègues du laboratoire de l'Observatoire de Paris avaient fait le même travail que j'avais fait pour l'image du trou noir. Ils avaient calculé théoriquement à quoi devrait ressembler une bouffée d'ondes gravitationnelles émise par la collision de deux trous noirs. En 2015, on a un interféromètre gravitationnel et on détecte des ondes gravitationnelles qui ressemblent exactement à ce qui avait été calculé par la théorie. Donc c'est la magie de la physique théorique bien maîtrisée qui permet de temps en temps... très bien maîtrisé, très bien maîtrisé. Alors, est-ce que Jean-Pierre Luminet est maintenant une exception, ou est-ce que la recherche française est en train de nous créer plein de petits Luminets?